Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette interview de Maëlys Valade et Liane Chohan pour la sortie de leur film Amélie et la métaphysique des tubes. Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Ce film est l'adaptation du livre éponyme d'Amélie Nothomb qui raconte les 3 premières années de sa vie au Japon. On suit donc son parcours de petite fille qui va apprendre à marcher, à parler, à grandir dans un monde plein d'aventures où elle va tantôt rencontrer l'amitié mais aussi connaître malheureusement la mort et le deuil. Ame veut dire pluie en japonais. Ma chère Nisho-san, mon soleil. J'étais japonaise. C'est un magnifique film d'animation que je recommande à quiconque. Le film a eu beaucoup de succès, qu'il soit passé tout d'abord au Festival de Cannes en séance spéciale ou bien au Festival d'Annecy. Et au moment où j'enregistre, je vois que celui-ci a gagné le prix du public. C'est vraiment pas étonnant, le film est vraiment absolument génial. J'en avais pu parler lorsque j'étais au Festival de Cannes, lieu où a pu se faire cette interview. J'ai adoré ce film et j'espère que vous aussi. Il sortira le 25 juin, c'est-à-dire 10 jours après la sortie de cette interview. Juste avant qu'elle commence, comme souvent, je dois faire quelques remerciements. Un remerciement à toutes les personnes qui ont permis à ce que cette rencontre puisse se faire, donc c'est-à-dire l'équipe presse du film, à savoir Monica Donati, Alice Krivine, Jérémy Charrier et Myriam Magzami, ainsi que l'équipe Goodfellas qui distribue le film, et d'autres personnes dont je n'ai malheureusement pas leur nom. Merci à toutes. Et enfin, juste avant que l'interview commence, elle n'a pas pu se faire dans les conditions qui étaient initialement prévues à cause de la pluie. Il n'y en a jamais à Cannes, mais là il y en a eu pile au moment où on a enregistré cette interview. Donc l'interview devait se faire dehors sans vraiment trop de bruit en arrière-plan. Là ça a été le cas. Du coup j'ai essayé de réduire ça au maximum à travers le montage, mais il y a quand même un bruit de fond qui existe, d'où l'effet que j'ai dû faire les questions en post-prod. Donc voilà, j'espère que malgré tout l'interview sera audible, qu'elle sera agréable à suivre. Je vous remercie de prendre ce temps pour l'écouter. Soit vous sortez du film et vous avez vu à quel point il est super, soit vous ne l'avez pas encore vu, sous quel cas je vous encourage à le découvrir. Et nous on se retrouve très prochainement. Merci à tous et bonne interview. Écrire passionnément chaque page de mon existence. Alors pour commencer, on va parler de votre rencontre. Alors il y a celle des Gobelins, mais la plus essentielle, c'est celle que vous avez fait avec Rémi Chaillet, avec qui vous avez travaillé sur Tout en haut du monde ou encore Calamity. Grâce à lui, vous avez découvert un style que vous avez essayé de garder tout au long de vos films. La question, c'est pourquoi garder ce style et ensuite comment vous avez réussi à le garder. Bien, ce style, en fait, c'est quelque chose qui a été développé un peu en commun. On va dire, on l'a fait un peu évoluer aussi sur notre film pour arriver à d'autres choses qu'à l'époque Rémi ne voulait pas. Par exemple, des flous de focus, des choses comme ça. Et puis sur le contour des personnages aussi, c'est pas exactement les mêmes choses, mais quelques petites subtilités près. Le but était de pouvoir pérenniser une méthode que nos équipes qui nous suivent depuis des années puissent travailler sur le film le plus agréablement possible et le plus facilement possible, pouvoir prendre en main les personnages et les décors, etc. pour pouvoir se concentrer sur la narration, en fait, sur le contenu. Et donc on a toute une équipe de décorateurs couleurs, par exemple, qui sont assez peintres numériques, etc., mais qui font aussi de la peinture plein air, type gouaché à la touche, etc. Et donc on a tous cette sensibilité à être proche plus de la silhouette et des constructions par l'intérieur plutôt que du contour, donc du trait, etc. Donc on est tous très habitués à ça. Moi personnellement, sur mes films de fin d'études déjà, je faisais ça. Donc c'est quelque chose qui m'était très familier et c'est aussi ce qui avait attiré Rémi chez moi dans mon profil pour commencer à travailler avec lui depuis plusieurs années. Donc voilà, pour nous c'était vraiment, ça coulait de source de pérenniser cette méthode, plus qu'un style à proprement parler, mais voilà, comme on a développé on appelle ça un pipe, mais tout avec nos logiciels, avec nos équipes d'animation. C'est clair que lorsque vous regardez aux États-Unis, vous avez des grands studios comme Disney, DreamWorks, Pixar, qui pérennisent un petit peu leur style, ou Ghibli par exemple.
qui pérennisent aussi leur style et qui évoluent, qui optimisent, on va dire, leur méthode de fabrication afin de vraiment se concentrer, comme dit Maëlys, uniquement sur la narration, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire parce qu'en France, nous sommes très riches de différents styles, ce qui est vachement bien, mais à chaque fois qu'on commence une nouvelle production, c'est comme si on devait réinventer un peu la roue, quoi. Et grâce au film de Rémi, le premier Tout en haut du monde, puis ensuite Calamity, ça nous permettait effectivement de rappeler les mêmes, mais par contre de pouvoir faire mieux, faire plus efficace, afin de pousser encore plus ce qu'on avait besoin de pousser en termes de de narration ou d'effets, de graphisme pour ce film. Au-delà de faire mieux, parce que moi je trouvais ça très bien sur les films de Rémi. Différent en tout cas. C'était pas ce que tu voulais dire. Ouais. Mais c'est comment, en tout cas, on peut l'adapter, on peut légèrement adapter notre méthode par rapport à l'identité graphique de notre récit, parce que là, il s'est vraiment étayé cette identité au fil du. Et puis on a plusieurs co-auteurs graphiques qui ont contribué. C'est vraiment une œuvre collective graphiquement où tout le monde a pu s'approprier la chose et puis en faire quelque chose le plus universel possible, de plus pop, on va dire, plus populaire, pour pouvoir aller vers les gens. Effectivement, quand je disais mieux, c'est plus en termes d'optimisation de fabrication afin de corriger tous les erreurs qu'on a fait du passé, afin de pouvoir vraiment les corriger, afin que le pipeline, comme disait effectivement Maëlys, puisse être de plus en plus fluide, effectivement. En me basant sur le dossier de presse, vous parlez de votre chef décoratrice couleur qui arrivait plus tôt qu'en temps normal dans le processus créatif d'un film d'animation. Je voulais savoir pourquoi. L'écriture du film a été extrêmement difficile, l'adaptation. Et à un moment donné, on a aussi fait des concepts en images. Donc, voilà, tout le monde a apporté quelques petites images en couleur pour donner des shots de plans. On fait ça rarement en France et c'est dommage d'avoir une étape vraiment. On fait ça pour les dossiers quand on constitue les premières images, mais quand on vient de finir d'écrire tout le scénario, avant de se lancer vraiment dans le storyboard puis tout le process, c'est assez rare ça, effectivement. Et donc là, on a eu cette opportunité, ce petit sas, de pouvoir vraiment se faire des premiers shots en couleur. C'est des choses qu'on voit quand on avait travaillé sur Le Petit Prince, tout ça. Moi, ça m'était arrivé quand je faisais le storyboard. Je faisais même des concepts à côté en parallèle et qui nourrissaient le storyboard. C'est vraiment plus à l'américaine ce genre de procédé. C'est vrai que ce serait normalement l'idéal en fait que nos artistes, comme vous parlez de Justine Thibault, il y a aussi Simon Dumonceau qui sont aussi co-auteurs graphiques avec nous et qui ont effectivement en amont développé des idées graphiques, c'est-à-dire avec des pochettes de couleurs, mais pas uniquement de la couleur, mais aussi des idées en fait de narration en termes de cadrage, d'idées générales en quelque sorte, quoi. Et effectivement tout ça nourrit un petit peu forcément plus le film, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est vraiment des budgets limités, qu'on n'a pas vraiment le temps en général de faire ce genre de recherche, et on nous fait vraiment presque en fabriquant le film, quoi. Là, on a quand même eu cette chance de pouvoir le faire un petit peu en amont, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment effectivement une chance. Depuis tout à l'heure, vous parlez d'animation numérique, mais on sent une volonté de rester près d'un côté organique. Vous parlez de craie, de pastel, de gouache, d'aquarelle. Je voulais savoir d'où vous vient cet attachement à l'organique à travers le film d'animation. On avait déjà commencé à développer cette chaleur-là dans les films qu'il y avait eu précédemment, mais là encore plus parce que on voulait vraiment que le côté enfantin, naïf, on a un récit qui est dur quand même, qui aborde la mort, qui aborde la guerre, et on voulait aussi que la petite enfance, ce qui transparaît, soit surtout ça qui soit mis en avant graphiquement. Donc par les couleurs très chatoyantes et ces contours chaleureux. On voulait surtout pas avoir un contour trop lisse qui allait figer le truc dans quelque chose d'assez fermé finalement, alors que tout le graphisme va vers quelque chose qui imite presque la pastel ou la gouache dans les aplats de couleurs. Et comme ce sont des aplats, ces contours et ces choses font que voilà, on ne tombe pas dans un truc qui soit trop bloc, trop. Et ce qui est vraiment l'avantage véritablement, nous trouvons dans cette méthode, dans ce graphisme, c'est parfois la pénétration de la lumière sur les personnages, où il n'y a pas cette limite du trait, de contour, quoi. Et les personnages sont vraiment beaucoup plus intégrés dans les décors, comme si on avait une peinture, une illustration pour enfants, en pastel, etc., quoi, pour effectivement pousser encore plus cette chaleur, quoi. Cette chaleur, et comme vous pourrez le remarquer vers la fin du film, lorsque son humeur, son psychisme est au plus bas, quoi, le graphisme évolue légèrement, les teintes, effectivement, évoluent légèrement pour effectivement correspondre à son évolution émotionnelle.
Pour faire un peu d'historique, il y a eu un premier pilote qui est sorti en 2021, puis une forme un peu plus grosse en 2022. Là, nous sommes du coup 4 à 3 ans plus tard. Je voulais savoir quelle évolution avaient connu ces deux pilotes jusqu'à la version qu'on connaît aujourd'hui qui sort en salle. L'adaptation était très difficile. Donc en fait, c'est surtout l'écriture, jusqu'à arriver à ce qui est la structure actuelle. On a élagué beaucoup de choses, on a contracté beaucoup de choses, on a restructuré beaucoup de choses, et finalement, voilà, pour en arriver là, et on est arrivé un peu au pied du mur aussi. On a dû faire la fabrication extrêmement rapidement parce que cette écriture a pris du temps, mais pour nous c'était essentiel. La narration passait avant il fallait qu'on arrive à atteindre cette force émotionnelle qu'on ressent dans le bouquin. Dans le film, si on passait à côté de ça, ça servait à rien de le faire en quelque sorte, puisqu'on suit une petite enfant qui ne vit pas non plus des choses. Enfin voilà, c'est à sa hauteur, sa sensibilité, comprendre tout ce qui a trait à son regard, comment elle va idéaliser les choses, comment toutes ces choses-là vont lui échapper. Donc voilà, tout ça a été un travail d'introversion, effectivement. Mais comme disait Maëlys, cette étape est extrêmement difficile, mais surtout à cause du fait que nous essayons d'atteindre diverses cibles, on va dire, d'âge, effectivement, quoi. Les romans d'Amélie Nothomb sont souvent destinés aux adultes. Métaphysique des cubes est sans doute l'un des seuls qui a le potentiel de s'adresser à un tout public. Et effectivement, ce fut le gros défi où, comme dit Maëlys, beaucoup de grosses phases de réécriture afin de mettre les choses, on va dire, en harmonie pour pouvoir, voilà quoi. Et avec Edine, ensuite avec Edine Noël et tous les trois, on a effectivement refait une autre phase de réécriture afin de vraiment consolider cet aspect-là. Puis ensuite, à un moment donné, de la réalisation, Maëlys, effectivement, s'est plus chargé de la narration avec notre monteur Ludovic Versace, afin de vraiment contracter aussi ce film, afin de vraiment avoir cette même énergie, cette grosse énergie du début jusqu'à la fin, comme si le film se passait sur 3 jours, quelque sorte, quoi. Ah oui, on a eu une étape assez terrible, j'en parle souvent, mais parce que ça a été un peu traumatique pour moi. Ouais. Mais on avait un film de 86 minutes qui marchait vraiment bien, et on a dû couper 20 minutes pour des raisons budgétaires, et là, ça a été un crève-cœur. Déjà que c'était difficile à l'écriture parce qu'on a dû élaguer beaucoup de choses, faire des choix par rapport au bouquin. Mais là, en plus, on avait de la matière qui fonctionnait. Pas encore animée. C'est pas encore animé, c'est storyboardé. Ouais. Ah oui, en fait, c'était terrible parce qu'on était rentré en production. Ouais. Donc, en fait, l'animation avait commencé. Il faut savoir que quand nos documents sont envoyés aux différents secteurs distribués, après, pour pouvoir les reprendre des mains des personnes qui sont en train de travailler parce qu'on est en train de contracter des séquences, c'est un gros cataclysme. Donc, ça a été très éprouvant. C'est ce qu'il faut pas faire en animation. Je veux dire un petit clin d'œil. En général, il faut attendre que le storyboard, l'animatique soit vraiment d'équerre. On est vraiment satisfait avant de commencer la fabrication. Sinon, bon, bien sûr, c'est dans le plus beau des mondes, hein, bien sûr, hein, forcément, en termes de production, on a toujours des deadlines, des délais, effectivement, qu'il faut respecter, quoi. Et cette phase de réécriture a effectivement poussé de plus en plus la deadline de la fabrication, quoi, et effectivement on s'est retrouvé en milieu à devoir animatiquer, storyboarder, etc. en même temps que la fabrication. Ce fut le gros défi. L'origine du projet remonte à 2018 avec l'écriture d'une lettre à Amélie Nothomb. Entre-temps, vous avez été sur plusieurs films. Je voulais savoir comment vous avez réussi à gérer ces divers projets. On a l'habitude en fait. Oui. C'est l'intermittence du spectacle, c'est que en gros on a toujours, en attendant les financements, on travaille pendant plusieurs mois sur, je sais pas, mettons le pilote, hop, on a fini ça. Là on prend un autre travail en attendant, ce qui nous dure plusieurs mois et après hop, on revient. Donc c'est des fois pas évident parce que quand il faut enchaîner, on passe quand même d'un projet et d'une sensibilité à une autre, mais ça se fait, quand le projet nous plaît. Et par exemple, nos co-auteurs, si je veux parler de Edine Noël, qui est aussi notre co-auteur dont je vous ai parlé, mais aussi Marietta Rennes, qui est aussi une co-autrice graphique, ils ont aussi de leur côté fait des recherches de leur côté pendant que nous, début du film. Depuis que nous on bosse sur autre chose, mais bien sûr les choses arrivent progressivement. C'est vraiment à partir du moment où le storyboard commence, nous avons une garantie de financement que les choses démarrent, et ça c'est peut-être sur les deux dernières années, on va dire, quoi. Fin. Donc il fallait se nourrir avant. C'est ça, sur les 6-7 ans de maturation depuis le point de départ du projet, effectivement c'est vraiment sur les 2 derniers où on est quasiment à plein temps, même plus qu'à plein temps, on va dire, quoi, pour jusqu'à la livraison finale.
Je veux savoir comment votre parentalité a influencé le film et votre regard dessus. Vu que j'avais ce fantasme d'adapter ce bouquin quand j'avais 19 ans, cette petite fille qui se prend pour Dieu de 2 ans et demi, incroyable, quelqu'un de spécial, quoi. Et cette histoire touchante avec Nisho-san, le Japon, etc. Et ça restait toujours un fantasme, sans trop y croire. Jusqu'au moment où, après beaucoup d'expériences en animation, en storyboard, j'ai eu mon fils. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tous les enfants qui se prennent pour des dieux, en réalité, quoi. Sauf que, bien sûr, Amélie est quelque part très singulière dans ce qu'elle a traversé. Et effectivement, ça provoque vraiment une sorte de déclic en disant, bon, on va tenter le coup, quoi, quand même. Mais avec cette idée d'universalité, parce qu'en fait, nous traversons tous cette étape où on pense qu'on est Dieu, pour se rendre compte qu'en fait, nous ne sommes pas Dieu, quoi. Et cette transition entre la petite enfance à l'enfance, dont on parle, on a beaucoup de transitions dans les films, enfance, adolescence, adolescence adulte, quarantaine, retraite, etc., quoi. Et là, effectivement, c'était assez rare dans un film où on traite de cette phase-là, de cette désillusion, de ce deuil, de croire qu'on est au centre du monde, pour comprendre en fait qu'on fait partie du monde, quoi. Et puis, j'allais rajouter que le film traite du regard de l'enfant et du regard que l'on porte sur l'enfant. Donc, forcément, ça a été ultra central. On a fait un choix d'une grammaire cinématographique à hauteur d'enfant et de pouvoir suivre ce qu'elle suit à sa hauteur. Ça nous a fait retomber même nous-mêmes dans notre propre enfance pour voir qu'est-ce qui nous faisait cheminer d'un objet à un autre, d'un animal à un autre qui galope. C'est vraiment, ce film est construit aussi comme ça, au fil des choses, au fil du regard d'une enfant qui va switcher d'un élément à un autre au gré de son regard sur le monde. Son émerveillement, en quelque sorte, ouais, tout à fait, quoi, voilà. Tout à fait. Tout simplement, comment s'est passé le doublage? Alors, il s'est passé un truc très très atypique sur le film. Et ça, du coup, je peux en parler parce que je l'ai fait pendant une grosse majorité du temps. Mais j'ai fait les voix off avec mon monteur Ludovic Versace. Les voix témoins. Les voix off. Les voix témoins, ouais. Pardon. Tout à fait, voix témoins. Et avec Céline Ronté aussi qui faisait les voix de Keshima-san sur l'animatique. Et en fait, ces voix témoins, pour nous, c'est très atypique sur les projets sur lesquels on a travaillé. C'était jamais comme ça. En fait, on enregistrait les acteurs et on choisissait les acteurs en amont et ensuite on animait dessus. Oui, la création, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, là, pas du tout. On a fait complètement l'inverse. Comme on a eu un travail d'écriture extrêmement difficile, extrêmement long, surtout sur la voix off, il a fallu qu'on sécurise tout jusqu'au dernier moment. Mais quand je dis le dernier moment, c'est genre la veille d'enregistrer les voix à la toute fin du film en post-pro. Donc, ce sont nos voix off, nos voix témoins. Oh, je confonds tout. Nos voix témoins qui ont servi pour l'animation pendant tout le temps. Et Céline Ronté nous a vraiment rassurés sur le fait qu'en fait, les acteurs de doublage sont exceptionnels. Ils ont vraiment cette particularité-là d'avoir l'habitude de couvrir des actings et des choses en les jouant, en apportant en plus quelque chose comme ça au doublage. Donc, on a rencontré différents acteurs qu'elle a sélectionnés, Céline Ronté, et en fait, on les a trouvés tous vraiment exceptionnels. Ils ont réussi à mettre leurs pattes sur un récit comme ça qui était déjà, les intentions les ont vraiment aidés de ce qui avait été posé, et comme de cette manière-là, on a pu quand même cadrer les choses au maximum et perdre le moins de temps possible. C'est très atypique en fait, en France en tout cas, d'avoir les voix définitives après finition de l'image. Hein. En général, nous avons les voix définitives avant, on anime dessus, on fait ce qu'on appelle le lip sync entre guillemets quoi. Mais il y a comme aux États-Unis, hein, on va dire, mais comme en France, il y a qu'au Japon en général plutôt au Japon où les voix définitives sont faites à la fin en doublage totalement. Et en France, nous avons vraiment de très très gros talents de doubleurs en doublage. Il y a eu des petites astuces d'ailleurs à l'animation avec Juliette pour simplifier les mouvements de bouche. Tout à fait. Pour qu'on puisse avoir aussi le plus de sécurité possible avec cette voix témoin et ce que ça allait devenir après au doublage pour que ce soit le moins risqué possible. C'est une technique qu'on a fait depuis tout temps du monde en fait. Quand j'étais le directeur de l'animation à cette époque-là, en France, on avait tellement l'habitude de faire du lip sync à la Disney où il fallait que le labial corresponde exactement à ce que les personnages disent. Bien sûr, en termes de budget, c'est
très très difficile. Donc du coup, on s'était dit, il vaut mieux faire plutôt à la japonaise et de vraiment plus se concentrer à la technique, ce que j'appelle Muppet Show, en fait, quoi. Oui. Et ça marche Fermé, c'est ça, ouvrir fermé, mais avec la bonne expression et le bon rythme, en fait, quoi. Mais surtout la bonne intention émotionnelle, quoi. Le regard, les petits, voilà, les gestes du personnage qui va faire le. Tout à fait. Moi, j'ai vu avec mon fils Arrietty le film, vous savez, de Ghibli en danois, ça passe crème, quoi. Donc du coup, c'est pas le lip sync, le labial qui nous fait sortir véritablement du film. Si l'émotion est là, bien sûr, le jeu d'acteur de la voix est importante. Et voilà, il n'y a pas besoin d'une synchronisation entre la voix et le labial. Il n'y a pas besoin de trop décomposer l'animation des bouches. Voilà. Enfin, dernière question, et pour continuer sur cette lancée sur le doublage, pour vous c'est important que la voix off vienne du futur, comme une sorte de conte qui nous était narré ? Ouais, en fait, on a fait un énorme travail d'analyse. On a relu le livre parce que cette voix off, elle a permis de construire toute notre narration, enfin tout le film. En fait, elle a tout structuré et donc on s'est rendu compte que elle avait 3 postures différentes dans le bouquin. Une posture comme si elle vivait le truc à l'instant T. Elle raconte ce qu'elle faisait. Un recul philosophique où elle exprime les choses en décalage philosophique, et une où elle est commentatrice aussi d'elle-même. Enfin voilà. Et donc pendant très longtemps, nous, on adorait le fait que ça puisse être une voix adulte. Tout simplement parce qu'on avait l'impression d'entendre Amélie Nothomb quand on lisait le bouquin aussi. Donc en fait, mais c'était pas le cas de tout le monde. Nos producteurs, productrices, par exemple, eux, imaginaient beaucoup plus une voix enfant. Nos distributeurs aussi, enfin distributrices. Et du coup, on s'est remis en question aussi là-dessus. On s'est dit, en même temps, elle parle pas beaucoup en voix dans le réel. Donc c'est pas un film normalement méga bavard, mais on avait besoin de sa présence et enfantine. Donc au final, on s'est dit, il nous faut absolument une voix qui soit en décalage, donc une voix de conteuse. Donc elle pouvait être cette voix d'enfant de fin du film, et qui raconte finalement ce qu'elle vit comme ça, en parlant au passé. Voilà. Et ce décalage est extrêmement important, en fait. Mais d'une voix d'enfant pour qu'elle soit présente, en fait, pour qu'on la sente avec nous à travers tout le film, en fait. Parce que on adapte quand même une œuvre d'Amélie Nothomb, mais aussi sa patte, son écriture, on va dire, son humour caustique, et on voulait vraiment retranscrire ça au maximum le plus possible dans ce film. Et effectivement, pour créer, on avait besoin d'une voix, on va dire, du futur, afin qu'il ait cette voix ait un regard, on va dire, en décalage, et non pas en commentatrice de l'image, quoi, en quelque sorte, quoi. Il ne fallait pas que ça se superpose, parce que ça nous est arrivé que ça se superpose, et c'était insupportable, parce que du coup, on a juste quelqu'un qui était en train de raconter ce qu'on voyait à l'image, et il fallait que ce soit beaucoup plus malin que ça. Du coup, il y a eu un écrémage, il y a eu tout un travail de justesse, de placement des voix off à certains endroits et pas d'autres. Parfois, on les avait trop coupées, donc on la perdait trop. Ouais. On se disait, mais elle est absente pendant une majorité du film, que se passe-t-il? Et puis d'autres où elle était vraiment trop là et c'était insupportable. Donc, c'était un certain dosage. Et c'est ça qui crée cet humour, cette émotion, en fait, de parfois surembellir la scène, ou parfois totalement être en décalage avec ce qu'on voit, quoi. C'était effectivement notre gros défi, et d'où l'importance d'avoir cette voix conteuse, mais bien sûr qui reste un petit peu aussi enfantine au final, pour garder cette innocence. Mais quand même, on s'est rendu compte, pour la petite anecdote, que cette voix off et cette voix in d'Amélie, lorsqu'elle faisait ses voix, etc., étaient beaucoup trop proches, donc on perdait un petit peu d'empathie sur l'Amélie physique qu'on voyait, quoi. Et avec Maëlys a surtout commencé à faire des recherches, une amie qui a une petite fille, la faire enregistrer très rapidement. Finalement, la problématique c'est surtout située sur la voix in, alors qu'on pensait que ce serait à la voix off que ce serait très difficile, et en tout on s'est retrouvé avec 6 acteurs qui ont fait la voix in d'Amélie, dont mes filles et une amie de mes filles qui avait grandi avec Léna, surtout Léna, qui a fait, on dit c'est bruitage, parce que c'est pas des voix officielles, c'est important de le dire. Mais du coup, et il y a eu Emily Holmes aussi, qui était une actrice qui arrive à faire beaucoup les voix d'enfants, et on a et donc pour faire toutes les réactions, parce que nous, Loïse, elle sur le pilote, elle était assez jeune, la voix était super bien, mais par contre là elle était en pleine mue,
Elle avait 13 ans. Oui. Et elle a un jeu qui est extraordinaire, Loïse, de conteuse et très espiègle, qui apportait vraiment la touche au film. Mais par contre, la mue vocale et du coup, ce qu'on entendait dans le grain adolescent des rires et des petites respirations, ça nous sortait complètement du film. Du coup, il a fallu faire de la dentelle, faire un montage son qui nous a pris bien 2 semaines entre le son et le mix et les petits enregistrements des gamines pour arriver à restructurer Effectivement, être sûr que cette voix in et cette voix off sont quand même à une certaine différence, quoi. Et que cette voix in soit suffisamment jeune, quand même, dans ses réactions, dans ses pleurs aussi, quoi, pour qu'on ait vraiment de l'empathie pour cette petite fille de 2 ans et demi, quoi. Bon, on va devoir couper court. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Voilà. On encourage les gens à les découvrir. Alors, du coup, ça va être exceptionnel. Je vais la sortir avant. Donc, c'est le 26 juin, c'est ça? Il sort le 25. Le 25, pardon. Donc, sortez le 25 juin. Allez le voir. Cette petite merveille. Merci à vous. Merci à vous. Merci.